Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview sur le hashtag festival de Bourg-en-Bresse, de Bourg-en-Bresse, je ne sais plus. Chaque fois je fais l'erreur, hein, c'est quand même dingue. Donc du coup oui, on va un petit peu parler du processus de création d'un bouquin, comment on imagine une histoire, comment on imagine les personnages, comment on imagine les péripéties aussi. Et surtout, là on a plein de différents bouquins de thèmes différents, on a du steampunk, on a de la romance, on a de la fiction, de la science-fiction, des trucs comme ça. Donc peut-être que le style va changer aussi, l'évolution des personnages et la manière dont on traite l'histoire. Donc on va un peu parler de tout ça. Bonjour, moi donc je suis Sandrine Roussel, je suis auteure depuis un an. J'ai signé mon premier contrat d'édition en 2021 et mon premier roman est sorti au mois de mai de cette année, donc aux éditions Imaginary Edge, qui est la branche romance de Sud-Arène Éditions. C'est un roman inspiré de mes études de psychocriminologie et qui mixe en fait le côté romance et enquête policière. Puisque j'aime bien en fait tout ce qui est lire de la romance et puis regarder des séries télévisées un petit peu comme Esprit criminel. Donc du coup j'ai un peu tout mixé pour faire un roman un petit peu sympa. D'accord. Donc bonjour à tous, moi c'est Eline Coves, donc j'ai 23 ans et je suis auteure depuis 2016 chez Sud-Arène Éditions. J'écris principalement dans l'imaginaire, plus précisément de la science-fiction et de la fantasy, mais il y a un petit peu les deux genres, moi c'est ce qui m'a plu principalement. Et donc j'ai créé en fait une série qui s'appelle Aura de feu et qui traite en fait une jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs et qui va découvrir dans le même temps un monde parallèle où se mêlent magie et technologie. Alors, je suis Stéphane Soutoul, je suis écrivain depuis plusieurs années pour différents éditeurs. J'écris dans différents genres également, thriller, fantastique, jeunesse, romance. Je suis au hashtag festival pour présenter mon roman jeunesse sur le gaming et l'aventure, agrémenté d'une touche de science-fiction. Étienne Barrier, auteur de romans steampunk qui raconte les aventures des Brigades du Tigre, mais avec un petit peu plus de science-fiction et de bras mécaniques. Et bien justement, on va peut-être reprendre un petit peu le style de steampunk, justement. Qu'est-ce qui fait la distinction entre le steampunk et le dieselpunk ou des trucs comme ça? Quelle est la caractéristique du steampunk? Donc il y a énormément d'étiquettes, hein. Le steampunk, on pourrait le résumer en des points très simples. C'est une uchronie, donc une histoire alternative. Que se serait-il passé si? Sauf que on va ajouter des éléments de science-fiction qui permettent au futur de se passer un petit peu plus tôt que ce que l'on a connu. Donc dans notre univers des Brigades du Steam, eh bien, il y a des ordinateurs, sauf qu'ils sont gigantesques au lieu d'être minuscules. Il y a des possibilités mécaniques, biomécaniques, etc. Donc il y a ce jeu entre le présent, le passé et une vision prospective. C'est un formidable terrain d'aventure et qui permet de raconter de grands récits pleins d'action. D'accord. On a aussi deux romans qui sont des romans de romance. Est-ce que déjà c'est votre premier roman qui traite de ce sujet-là? Et est-ce que vous avez déjà écrit d'autres romans dans un autre thème que la romance? Et est-ce que les personnages vivent l'aventure un peu différemment, en sachant que fatalement dans la romance l'évolution des personnages peut être différente, puisque l'objectif est pas de sauver le monde, mais de tomber amoureux de quelqu'un, quoi. Est-ce que l'évolution du personnage et l'écriture de l'histoire est différente d'un autre style? Alors moi j'écris deux romances complètement différentes, l'une dans un univers fantastique et l'autre dans une romance contemporaine. Mais c'est vrai que comme c'est pas de la vraie romance pure souche, que c'est mixé à autre chose, c'est un petit peu différent. Il va y avoir en fait une morale qui va être un petit peu... elle va être différente et chaque personne qui va lire le livre va pouvoir avoir son propre message à l'intérieur. Donc effectivement, c'est pas de la romance pure du coup. Ah oui. Donc après dans la romance fantastique, ça s'écrit différemment parce qu'effectivement là on peut laisser libre cours, on va dire, à plus d'idées, plus de choses. Mais c'est vrai que sur la contemporaine, après ça c'est un peu plus. Moi, comme c'est mixé avec du thriller, du coup, je sais pas. Oui, non, mais je comprends. Oui, mais justement, c'est deux styles qui sont bien différents. C'est ça.
Et c'est, je sais pas, comme la Dame aux camélias peut-être, ou non, la Dahlia noire, pardon, où il y a un mélange un petit peu d'attirance, mais de meurtre un peu derrière, quoi. C'est ça. Mais justement, oui, du coup, l'objectif est pas le même, quoi, du coup, comparé à une romance classique. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Là, l'objectif est complètement différent. Donc après... voilà. Dans Hit Challengers, excusez-moi, il y a de l'aventure, il y a de l'amitié, mais il n'y a pas de romance dans celui-ci. Voilà. J'ai voulu mettre en avant les nouvelles technologies qui offrent de l'évasion et du divertissement. Le e-sport, c'est le dépassement de soi. La réalité virtuelle va nous ouvrir de nouveaux horizons. Mais aussi les dangers que des organisations pourraient s'approprier ces nouveaux divertissements pour créer des sectes, pour essayer de politiser une population à la base qui est à la recherche de divertissement. Donc mon héroïne est une pro-gameuse spécialisée dans les tournois. Et son petit frère va être enlevé, elle va former autour d'elle une équipe de têtes brûlées dans le e-sport pour récupérer son petit frère, pour l'arracher aux griffes d'une association assez malsaine. Et elle va donc se frotter à une réalité virtuelle d'un nouveau genre, c'est-à-dire que les dégâts infligés dans le jeu virtuel se répercutent sur le physique. Voilà, donc il y a un petit soupçon d'Hunger Games, mais c'est traité de façon jeunesse, voilà, c'est dynamique. C'est Hunger Games, c'est un peu aussi le film de Spielberg, Level One, Ready Player One, bien sûr. Donc, et justement, en fait, les méchants aussi dans ton histoire, j'ai l'impression que c'est un peu la représentation des GAFA d'aujourd'hui. Voilà, avec leurs valeurs, ils vont mettre eux-mêmes leur propre équipe de champions, de champions et les favoriser. Et puis mon équipe, eux, ce sont les rookies en quelque sorte. Ça, ils vont essayer envers et contre tout de montrer que même s'ils sont des joueurs bénins, sans ambition particulière, juste de vivre leur passion et de foncer. C'est un peu toujours le thème de David contre Goliath. Oui, c'est un peu ça. Mais voilà, je pense qu'on le voit, hein, les GAFA, etc. Doucement, ils essaieront dans le futur de grappiller cette espèce d'Eldorado qui nous est offert à tous, hein, pour le moment, pour le streaming, pour la réalité virtuelle et tout. Donc j'essaie vraiment de faire du divertissement avec un petit fond. Parce que pour toi, justement, ces entreprises-là actuelles qui existent aujourd'hui sont une représentation d'une moralité qui n'est pas la bonne ? De façon diffuse, pour le moment, ça reste très commercial. Donc c'est pas fort. Eux, ils ont des intérêts à défendre et tout. Ce qui serait plus gênant, c'est s'ils commençaient à vouloir diffuser des valeurs, etc. À travers un divertissement, mais de façon insidieuse. Voilà. Là, on a mon héroïne, Gessaline, est quelqu'un de très pur. Elle joue au tournoi pour gagner sa vie, pour s'en sortir avec son frère. Ça se passe en 2027, c'est un futur finalement très proche. J'ai écrit le roman il y a 3 ans, donc ça me paraissait un peu plus éloigné. Entre-temps, il y a eu le Covid, etc. Mais je pense que oui, il va y avoir des organisations peut-être moins grosses que des GAFA également, hein, c'est possible. On le voit avec les métaverses, etc. Il va y avoir une attraction, une tentation à ce niveau-là, à travers le plaisir, à travers le jeu, à travers l'évasion numérique. Et c'est des choses qui m'intéressent en tant que romancier. Voilà, je me suis fait plaisir. Et toi, du coup, Eline, justement, la création d'un univers, parce que tu me disais que c'était fantasy et un mélange fantastique et science-fiction, c'est ça. Du coup, tu as dû créer un univers. Et est-ce que c'est un univers qui est ancré par rapport au nôtre ? Est-ce que tu t'es basé un peu sur des histoires actuelles ou passées ? Et pour créer ton univers, comment tu as créé en fait ton univers en gros ? Alors effectivement, j'ai utilisé un univers parallèle pour les besoins de l'histoire parce que ce côté magie, je trouvais que c'était trop compliqué de se dire que c'était un univers caché sur Terre. Donc j'avais besoin de faire un univers parallèle pour qu'il ait sa propre indépendance. Et effectivement, je l'ai créé de toutes pièces du coup, mais forcément, il est inspiré de la Terre. Tout simplement parce que les espèces qui y vivent, on a des humains comme sur Terre, on a aussi des espèces qui sont uniques et endémiques finalement à ce monde parallèle. Donc concernant en fait les espèces, je me suis en fait basée sur les espèces qu'on a sur Terre, ce qui pourrait évoluer de façon indépendante à la Terre. Et après, concernant en fait le côté plus gouvernemental, comment sont créées et fondées les sociétés, étant donné que ce sont les humains qui sont arrivés dans ce monde parallèle et qui ont créé leur propre société, il est influencé par ce qui a été fait en fait sur Terre. Mais j'ai essayé un petit peu de le changer. Je me suis basée sur des bases finalement historiques réelles pour avoir vraiment une base
véridique finalement et crédible surtout. Il me fallait de la crédibilité. Et après, j'ai extrapolé en me disant, ces personnes-là, en fait, elles vont évoluer dans un univers parallèle, elles vont avoir envie finalement de faire mieux que ces terriens en fait, qui détruisent leur propre planète. Donc j'ai essayé d'améliorer ce qui n'allait pas, mais forcément, comme dans toutes les sociétés, il y a des vices qui sont propres à chacune, et il y a forcément des défauts aussi dans ce monde parallèle. Est-ce que, alors ça va être une question un peu pour chacun, est-ce que vous avez rencontré justement des difficultés? Est-ce que pour un auteur, la vie d'un auteur, c'est compliqué quelquefois, soit de trouver des péripéties, soit de trouver des actions à mener au personnage? Comment, à un moment donné, est-ce que vous avez peur de la page blanche, en gros? Comme on dit traditionnellement, il y a deux sortes d'auteurs. Il y a l'architecte ou le jardinier. L'architecte, c'est celui qui va faire les plans. On fait les plans de la maison avant de la construire. Et quand les plans sont faits, on ne change plus rien. Ou alors il y a le jardinier, c'est celui qui va semer, et on va attendre que les plantes arrivent, on va tailler, on va laisser évoluer les choses. Puis après il y a ceux qui sont un peu des deux, on aime bien. Donc je sais que pour les brigades du Steam, le plan est très serré pour le premier tiers. Puis après ça se relâche pour laisser de la place pour que les choses puissent vivre leur vie et que les personnages puissent aller à la rencontre de tout ce qui les attend. Mais donc toi, tu es plutôt un architecte, du coup tu as bien planifié le plan. Moi je suis un architecte contrarié. Ah oui. Donc... Alors, me concernant, je pense que la conception d'un roman vient d'abord de l'expérience. C'est-à-dire que lors de mes premiers manuscrits, j'étais très structuré, je prenais beaucoup de notes, je dérivais très peu de la ligne principale que je m'étais fixée. Et au fil du temps, avec l'expérience, je prends un peu plus de liberté, je prends moins de notes, j'avance plus au feeling. Oui. Voilà, donc ça me convient. Je me donne un peu plus de marge, on va dire, pour moduler des événements, retirer un passage qui me semblait pourtant clé, en ajouter d'autres, faire évoluer les personnages dans une direction à laquelle je ne les avais pas destinés au départ. Voilà, donc l'expérience, je pense, aide. Parce qu'il y a bien forcément une situation que tu n'as pas vue et que tu te dis, le personnage, en vrai, il aurait pu dire non au lieu de dire oui. C'est là qu'on voit qu'une histoire est vivante et ses personnages aussi. Donc c'est pas toujours facile parce qu'il y a des histoires plus faciles à écrire que d'autres et des personnages plus intéressants, mais plus le personnage est intéressant, plus il est retors et résiste. Et pour ma part, dans mon histoire, je savais que j'avais beaucoup de choses à raconter, que ça n'allait pas tenir en un seul tome. Je savais que j'allais partir sur plusieurs tomes et c'est pour cette raison que je me suis dit, il y a beaucoup de choses à dire, il ne faut pas que je me perde. Et donc, avant même de commencer la rédaction du premier tome, j'ai mis 2 ans, moi, pour faire le plan de mes 5 tomes. Ah ouais. Pour être sûr, en fait, que j'avais au moins mon début, ma fin, les motivations de mon méchant, de ma gentille, vraiment les bases, en fait. Et je suis allée de plus en plus précisément. Et une fois que j'ai eu ce plan en fait qui était vraiment assez précis, je savais quel thème allait être abordé dans chaque tome. Là, je me suis lancée dans l'écriture du tome 1. Et après, à présent, du coup, je suis effectivement le plan et j'ai quand même une marge de liberté dans le sens où j'ai mon fil rouge et je me permets de tourner autour. Mais j'y retourne toujours, histoire d'avoir une base vraiment logique finalement. Et effectivement, il y a aussi cet aspect où parfois on sait que 2 personnages vont se rencontrer, on pense qu'ils vont se disputer et quand on écrit, finalement, on se rend compte qu'ils vont se mettre à pleurer tous les deux ou au contraire à rigoler. Et finalement, il y a quand même des passages où c'est l'histoire qui va nous maîtriser plus que nous maîtrisons l'histoire. Et ça, c'est super intéressant, je trouve, comme situation en fait quand on écrit. C'est l'écriture, de toute façon, rien n'est forgé dans le marbre. Tout évolue, quoi. C'est ça. Et c'est ce plaisir-là de l'auteur aussi de pouvoir faire évoluer son personnage sans être contraint par ce qu'il a pu dicter lui ou ce que l'histoire a pu être dictée, quoi. Exactement. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des retours des lecteurs qui m'ont fait que j'ai changé finalement quelques aspects des tomes suivants pour que ça corresponde à mon lectorat parce que c'est quand même la partie la plus importante. Il y a l'auteur et le lectorat. Sans eux, il n'y a pas de livre. Et donc, pouvoir adapter l'histoire pour répondre à leurs attentes, je trouve ça important aussi. Et je me laisse cette liberté-là du coup pour les tomes à venir. Alors, moi, je suis tout le contraire de tout le monde. Moi, je travaille au feeling. Et en plus, pour éviter la page blanche, en fait, je travaille 2 romans en parallèle. Ah oui. Donc, comme j'ai 2 univers en fait très différents, mais il y a toujours de la romance, mais en fait, comme j'ai le fantastique et le contemporain, eh ben, je peux pas mélanger les histoires, je peux pas mélanger les caractères de mes personnages, parce que la seule base que j'ai, on va dire, avant de commencer l'écriture, c'est la psychologie de mes personnages. Voilà, je leur fais faire des tests de personnalité, enfin voilà. Et une fois que j'ai vraiment la psychologie de mes personnages, eh ben, je me lance.
Et c'est vraiment l'imagination qui va écrire quoi, à ma place. Il va dérouler C'est l'histoire. ça. Donc voilà. Donc j'ai pour l'instant pas eu le syndrome de la page blanche. Et grâce à ce système où en fait je vais pouvoir me plonger dans 2 univers bien différents. Oui. Ok, super. Une autre question, est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être un auteur en sachant que même s'il y a Internet qui aide à la diffusion des livres, c'est toujours très compliqué, pour moi, de l'image que ça me donne, c'est toujours très compliqué de vivre en fait de ces œuvres et de ces livres. Est-ce que la vie d'auteur et la vie finalement d'artiste, c'est compliqué aujourd'hui? Point d'interrogation. Alors, pour ma part, je débute, donc forcément, je travaille à côté. Oui, oui. Mais oui, c'est aujourd'hui en tout cas compliqué parce que quand on débute, il faut se faire un nom, il faut intéresser les lectorats. Enfin voilà, à la base, moi quand j'écris, c'est plus par plaisir que pour vendre. Du coup, forcément, aujourd'hui. C'est un peu compliqué, mais qui sait, dans quelques années, peut-être que ce sera plus facile. Non, mais après, c'est sûr, il y a le fait d'être vendu et le fait d'être lu aussi à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a certains artistes, je suppose, qui proposent leurs livres en libre accès aussi sur Internet, parce que c'est aussi ce plaisir-là d'être lu, quoi. Tout à fait. Moi, j'ai commencé un petit peu avant de me lancer dans l'édition. J'ai commencé sur la plateforme Wattpad à laisser quelques chapitres de mes histoires en libre lecture. Et ça m'a permis aussi d'avoir des avis, des retours de lecture. Donc c'est intéressant en fait avec ce système-là parce que on voit déjà ce que les lecteurs peuvent apprécier ou pas de la plume ou du travail qu'on a effectué. Non mais c'est sûr, ouais. Alors pour ma part, c'est peut-être un petit peu particulier parce que j'ai commencé à écrire, j'étais encore au lycée. Donc j'ai eu ces choix d'orientation aussi. Est-ce que je partais dans les sciences parce que j'adore ça? Est-ce que je partais dans la littérature pour vivre de la littérature? J'ai fait le choix numéro A, aller dans les sciences pour avoir un métier dans les sciences et avoir en fait la littérature en tant que passion à côté. Donc moi, à l'heure actuelle, j'aime bien aussi avoir toujours un plan B. Donc je voulais avoir absolument une formation et un métier qui était plus ou moins une voie sûre finalement, et avoir cette littérature à côté et qui sait peut-être un jour pourrait prendre de l'ampleur. Mais ça a été toujours une option qui prendrait éventuellement le pas un jour ou l'autre, mais pas forcément une... Après, ça reste un rêve. Ça, c'est sûr. Bien sûr, c'est un rêve d'en vivre, très clairement. De toute façon, si tu fais cette démarche-là aussi, d'être édité, c'est fatalement pour un objectif à un moment donné d'être lu à un plus grand nombre, quoi. Et c'est vrai aussi que par contre, avec le temps, je me suis rendu compte en suivant d'autres auteurs qui en vivaient, qu'ils soient en édition, en auto-édition ou en édition traditionnelle, que c'était pas si idéal que ça finalement. Donc personnellement, c'est quelque chose que je mets un petit peu plus en retrait maintenant, mais je ne mets pas de croix dessus, très clairement. Bien sûr. Oui. Alors, moi j'ai eu la chance de commencer il y a une douzaine d'années environ, donc l'époque était quand même différente. Ma première publication s'est faite naturellement par une soumission de texte qui a été acceptée, et puis j'ai enchaîné les manuscrits. J'ai la chance de bien tourner, j'écris à peu près 2 manuscrits et demi par an, s'il n'y a pas d'imprévu, voilà. J'appartiens à la catégorie des auteurs populaires, c'est-à-dire que voilà, je fais ma dizaine de pages par jour, plus à côté des petits projets rédactionnels pour des sites, etc. Et pour la question que vous posiez, est-ce que c'est compliqué ? Ça n'a jamais été compliqué par chance pour moi. C'est vrai que maintenant, il y a une grosse soif d'écriture, je pense. Oui, c'est ça, beaucoup de monde, ça s'est beaucoup ouvert. Moi, il y avait moins de propositions de textes, peut-être. Il y a plus de concurrence, on peut dire. J'ai pu me faire un petit trou, me faire connaître un peu plus. Mais maintenant, il faut savoir que pour les écrivains en général, il y a une concurrence au niveau des plateformes toutes les plateformes qui existent, le jeu vidéo avec les passes, les podcasts qui sont... Moi, je suis friand de podcasts, les streamings, tout le divertissement narratif qui fait une concurrence féroce au livre. Et à cela s'ajoute un phénomène, c'est la peur de la lecture. En salon, c'est vraiment bien de voir que souvent, y a des gens pleins de bonnes intentions et de bonne volonté, mais qui sont un peu frileux parce qu'ils ont peur que ce soit un peu austère la lecture. Donc même sans vendre de livres, l'auteur a aussi cette vocation maintenant d'expliquer que la lecture c'est avant tout un divertissement et c'est pas une tannée sur de longues descriptions. Mais justement, il y a des solutions aujourd'hui pour ceux qui n'aiment pas trop les livres mais qui aiment bien les podcasts. C'est les livres audio en fait qui marchent plutôt pas mal. Et puis voilà, pour les romanciers ou les écrivains en général, ça leur offre de nouvelles plateformes de travail pour des scénarios, pour des écritures de podcasts, autre chose, des magazines en ligne et tout.
Non, mais c'est ça. Oui, comme tu le disais, les journées ne font toujours que 24 heures. et le temps de loisir est incompressible. Donc c'est compliqué. Le rapport à la lecture est compliqué. Ce qui est assez formidable, c'est qu'il y a de nombreux libraires spécialisés, que ce soit qui s'occupent de rayons dans des librairies généralistes ou vraiment des libraires spécialisés dans l'imaginaire, qui eux font un travail à la fois de conseil, de prospection et qui connaissent le public, qui sont des caisses de résonance dont on a vraiment besoin et c'est un métier qu'il faut préserver absolument parce que la promotion du livre sur Internet, je n'y crois pas vraiment. Parce que tout est dilué, ou alors on va parler aux gens qui sont déjà intéressés. Ça, qui est très ciblé en fait finalement, qui est une population très jeune. Exactement. Donc par contre, la soif de découvrir des histoires, que l'on raconte des histoires, cette soif est toujours présente. Oui. Et je pense, et tu avais raison de le dire, que les médias sont multiples. Mais c'est ça, oui, bien sûr. Alors, je vous propose aussi du coup de montrer à la caméra un petit peu vos livres et de donner un peu des informations. Par exemple, sur quelle plateforme elles sont disponibles. Si c'est une saga, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs tomes. L'éditeur, si vous avez envie de le dire, comme ça les viewers auront toutes les informations pour pouvoir accéder au bouquin. La série des Brigades du Steam aux éditions ActuSF, qui sont pas loin d'ici. Ouais. Disponible dans toutes les librairies, et que ce soit en physique ou en ligne. Mieux vaut aller en librairie physique pour aller le commander. Disponible également en numérique. Donc là, c'est le 2e volume de la série. Le 3e volume sortira en 2024. Ah oui. Et un jeu de rôle est en préparation qui se déroulera dans l'univers donc des Brigades du Steam. Il y a un multiverse de ton univers. Voilà, qui est en train de se créer. Il y a Marvel qui est en train de qui parle avec mon agent en ce moment. Et tu comptes faire juste 3 tomes ou là où le vent nous portera. Okay. Alors, E-Challengers est un roman unique, un one-shot comme on dit. C'est une histoire condensée, le début, la fin. Et E-Challengers est sorti chez Bookmark MXM. C'est un éditeur traditionnel. Le livre est disponible en librairie, il est commandable sur Internet. Papier numérique, c'est indispensable de nos jours. Et voilà, donc, et les prochains livres que tu vas proposer, par exemple, seront un peu dans ce même univers, nouvelles technologies ou le gaming m'intéresse et le streaming. Donc j'aime bien essayer de créer de tisser des intrigues, mais sur des nouveaux phénomènes émergents ou qui font leurs preuves, etc. Donc je pense revenir sur la réalité virtuelle. Ouais. C'est quelque chose qui, on le voit, la robotique également m'intéresse beaucoup. Mais je suis vraiment un touche-à-tout. Donc comme en 2 romans, 2-3 romans par an, j'ai la chance, parce que je fais ça à plein temps aussi, il faut expliquer. Oui. Voilà. Et souvent je fais attention que mes ouvrages soient vraiment disponibles facilement. Voilà. Oui. C'est le plus important, oui. Oui, mais je reviendrai sur le gaming, sur le streaming, et je me ferai plaisir avec du cosplay peut-être, parce que du coup maintenant les salons comme ici se sont beaucoup ouverts, et c'est vrai qu'on voit il y a vraiment un bon esprit. Il y a une bulle, c'est marrant. Pour des auteurs qui sont comme nous empathiques, on ressent beaucoup de bonnes vibrations qui nous donnent envie d'apporter quelque chose. Et c'est vrai que j'aime bien écrire des choses qui me parlent à moi, mais j'aime bien m'adresser aussi aux gens, donc à qui se destinent les livres. Donc. Mais je reviendrai sur le gaming, même si c'est un one-shot. Concernant Aura de Feu, donc c'est une série en 5 tomes. Les 3 premiers sont actuellement publiés chez Sud-Arène Édition. C'est une maison d'édition qui est spécialisée, qui se spécialise beaucoup en tout cas en ce moment sur le fantastique. Donc c'est une saga de science-fiction et de fantasy. Et vous pouvez retrouver donc le livre, que ce soit en papier dans absolument toutes les librairies, que ce soit les grandes librairies, je vais peut-être pas les nommer, mais dans toutes les librairies, dans toutes les librairies, qu'elles soient indépendantes ou qu'elles fassent partie d'une chaîne. Et vous pouvez également les retrouver en ligne, donc commandable en ligne, mais aussi en e-book sur toutes les plateformes. Et pour l'instant, il y a 3 tomes, c'est ça ? Exactement, les 3 premiers tomes sont publiés. Ok. Et le 4e est en cours d'écriture. Oh là 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 là. Alors, pour ma part, donc Enquête sensuelle est publiée chez Imaginary Edge, qui est la branche romance de Sud-Arène, donc disponible sur toutes les plateformes numériques. Disponible également en librairie sur commande et sur Amazon également, et directement auprès de la maison d'édition qui a un site.
Ouais. Voilà. C'est une saga de 4 tomes. Actuellement, le tome 2 est en cours de réécriture. Voilà. Donc le tome 1 est édité pour l'instant. Ok, très bien. Et ben merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de vos livres, de vous aussi, de la manière dont on conçoit un livre qui est quand même, c'est quand même 400 pages de beaucoup de mots qui doivent raconter une histoire à un moment donné. Et c'est pas forcément évident. Et que du bonheur pour la suite et merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Au revoir.